Retour sur le plateau de NCI 360 et cette fois-ci nous allons parler droit, essentiellement des affaires judiciaires qui ont marqué l'année 2019. Et pour en parler justement, je reçois pour vous, chez vous, Monsieur Ado Richard, il est le procureur de la République. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Ali. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. La première question que nous allons vous poser tout de suite, c'est qu'est-ce que le rôle d'un procureur de la République ? Je vous remercie, M. Ali Derasouba, pour votre question. Mais avant d'y répondre, nous sommes à l'orée d'une année nouvelle. Je voudrais former pour vous, pour tous ceux qui animent cette chaîne, et à travers vous, tous vos téléspectateurs, tous mes voeux d'abord de bonne santé, de paix et de bonheur. Cela dit, le procureur de la République est ce magistrat-là qui a pour rôle de poursuivre tous ceux qui enfreignent à la loi pénale. Parce que dans l'État, chacun a son rôle. Il y a des femmes qui font de la ticket, il y a des personnes qui votent les lois et il y a des personnes qui sont chargées de les appliquer. Dans l'application de la loi, il y a les procureurs qui poursuivent et il y a les juges qui rendent les décisions. Et le rôle essentiel du procureur de la République, chaque fois que l'ordre social est troublé par une infraction à la loi pénale, il appartient au procureur de la République d'utiliser les éléments que la loi met à sa disposition, notamment les officiers de police judiciaire, pour pouvoir traquer, rechercher, appréhender tous ceux qui ont commis l'infraction, rassembler les éléments qui permettent de les mettre en cause et de les présenter à une juridiction de jugement. Ça, c'est la fonction essentielle du procureur de la République. Mais à côté de celle-là, le procureur a des fonctions civiles, administratives, mais qui, je pense, ne vous intéressent pas dans un premier temps. Le rôle qui est connu, c'est celui qui poursuit lorsqu'il y a infraction. Quand il y a infraction, le procureur de la République s'auto-saisit ? Absolument, absolument. Soit il s'auto-saisit, soit il attend que la personne qui est victime de l'infraction puisse venir porter plainte directement chez lui ou directement chez l'officier de police judiciaire, de la police, de la gendarmerie ou de certains corps qui ont des qualités de police judiciaire. Je vais parler de la douane, je vais parler des eaux et forêts et autres. Mais à titre principal, c'est la police et la gendarmerie. Alafé Wakili, Félix Boni, des questions sur les missions, les attributions du procureur de la République, avant d'aller un peu plus dans le fond sur certains sujets. N'a-t-il pas l'impression que les gens confondent le rôle du procureur et de celui du juge ? Oui, effectivement, c'est très vite confondu. D'abord parce que tous les deux sont magistrats. Le procureur est magistrat, le juge également est magistrat. Et les deux se trouvent dans le même palais de justice. La preuve, quand les gens vont au tribunal de première instance, ils disent toujours « je vais au parquet ». Alors qu'il y a le siège, celui qui est indépendant, qui rend les décisions, et il y a le procureur de la République, celui qui poursuit en utilisant donc les forces de l'ordre qui sont donc au niveau de la police judiciaire à sa disposition pour traquer, comme je l'ai dit. Mais effectivement, la personne qui est visible, c'est le procureur de la République. Mais dans le tribunal, il y a le procureur et il y a également le juge. Et lorsque nous nous retrouvons dans le cadre d'un procès, le procureur il requiert l'application de la loi. Donc le procureur peut estimer que telle personne peut être poursuivie pour tel fait. La personne a ses avocats. Ces avocats viendront défendre la personne pour dire « ah non, 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 le procureur se trompe ». Et dans ce cas-là, la seule personne qui prendra la décision, c'est le juge. À charge pour le procureur, une fois qu'il n'est pas satisfait, d'exercer les voies de recours. Donc voilà un peu comment c'est compartimenté. En réalité, le procureur déclenche l'action. Il peut déclencher, mais en réalité, il n'est pas celui qui décide. Ah non. Le seul. Pas lui qui tranche. Loin s'en faut. Loin s'en faut. Il ne fait que déclencher. Et il va requérir l'application de la loi pénale contre la personne à l'égard de qui le procureur estime qu'il y a des faits compromettants. Et par la suite, un procès est organisé lorsque les faits sont simples. Mais lorsque les faits revêtent une certaine complexité, le procureur, notamment les faits de crime et autres, le procureur saisit un juge d'instruction qui va continuer la mission qui était celle du procureur et des OPJ. Et une fois que le procureur saisit le juge d'instruction, il se trouve dessaisi. Et il appartiendra au juge d'instruction de mener ses investigations plus en profondeur. Et à la différence du procureur qui instruit et qui charge l'intéressé, le juge, comme il est juge d'instruction, lui, il instruit à charge, donc s'il y a des éléments qui compromettent la personne, ou à décharge. Mais le procureur, lui,
Dès qu'il a pris l'initiative, la décision de poursuivre, lui, il n'instruit pas, enfin, il ne fait pas de décharge. Lui, il utilise les éléments qui permettent de reprocher les faits qu'il estime imputables à la personne. Il appartiendra donc aux avocats de la personne mise en cause de venir défendre la personne. Ce n'est pas le rôle du procureur. Le procureur, comme je l'ai indiqué, il requiert l'application de la loi pénale. Est-ce qu'il est arrivé, une fois que le procureur reconnaisse qu'il s'est trompé dans sa mission, lorsqu'il engage une procédure? Ah oui, nul n'est infaillible. Et puis, comme je vous ai dit, le procureur déclenche l'action. Mais il n'est pas le maître de l'action. La décision appartient aux juridictions de jugement. Mais parfois même, le procureur déclenche des actions. Arrivé au stade du juge d'instruction, le juge d'instruction peut estimer que c'est à tort que le procureur a déclenché les poursuites. Dans ce cas, le juge prend une ordonnance de non-lieu. À charge pour le procureur, lorsqu'il n'est pas satisfait, d'exercer les voies de recours devant la chambre d'instruction qui est logée à la cour d'appel. Monsieur le procureur, merci. On a bien compris en tout cas le rôle et les attributions du procureur de la République. Merci d'avoir éclairé notre lanterne sur cette question-là. Avec votre permission, nous allons à présent aborder les affaires judiciaires qui ont marqué l'année 2019, dont la plus illustre, l'affaire du mandat d'arrêt lancé contre l'ex-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro. Je vous propose ce reportage et nous en parlons tout juste après. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, risque une peine d'emprisonnement à vie. Cette précision a été faite par le procureur de la République, Richard Adou, lors d'une conférence de presse. Elle avait pour objet de rendre publics les éléments sonores accablant l'ancien chef du Parlement ivoirien, accusé d'atteinte à l'autorité d'État et à l'intégrité du territoire national. Les gens n'ont pas bougé. Je pense que tous ces gens-là, le jour J, ils seront fidèles. Ils vont basculer. Il n'y a même pas il y aura quelques-uns, des prohibés qui ne seront pas tellement, et tout ça, etc. Non, dans ce genre d'action, c'est la puissance du feu. Quelles sont les sanctions encourues? Ne serait-ce que l'attentat et le complot contre l'autorité de l'État, c'est l'emprisonnement à vie. Pour étayer ses propos, Richard Adou a relevé la tournée européenne entreprise par le mis en cause dans l'optique de jeter le discrédit sur les institutions du pays. Monsieur Soro, Guillaume, a entrepris des tournées dans certains pays d'Europe où il ne se privait pas de jeter l'anathème et le discrédit sur les institutions en place. Il s'agissait d'une action concertée dans la mesure où, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger, certaines personnes proches de lui n'hésitaient pas à amplifier ce discrédit sur les institutions en place. À ce jour, 15 proches de Guillaume Soro ont été arrêtés, dont des députés. Quant à la question de l'immunité parlementaire de ces personnalités, Richard Adou fait des précisions. Article 92. Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il est membre, sauf le cas de flagrant délit. Donc nous sommes dans un cas de flagrance, nous n'avons pas à demander l'autorisation de lever d'une quelconque immunité en cas de flagrance. C'est ce que dit l'article 92 de la Constitution. Autre point abordé, la découverte d'un arsenal militaire comprenant des armes de guerre et des munitions. 3 mitrailleuses de type 12,7, 6 caissettes de munitions de 12,7, 4 RPG-7, 13 roquettes, 3 cache-flammes, 4 missiles anti-chars, 59 paquets de munitions AK, 19 chargeurs de Kalachnikov AK-47. L'ancien chef de la rébellion armée, Guillaume Soro, candidat déclaré à la prochaine présidentielle ivoirienne, avait lundi dernier annoncé son arrivée en Côte d'Ivoire. Un retour avorté car visé par un mandat d'arrêt au moment où il devait atterrir. Il a fait route vers le Ghana avant de rejoindre à nouveau l'Europe. Monsieur le procureur de la République, cette affaire qu'il est convenu d'appeler affaire Guillaume Soro a connu plusieurs rebondissements, plusieurs épisodes, notamment son retour annoncé pour Abidjan le lundi 23 décembre dernier. Au soir de ce lundi 23, justement, on vous a vu sur les antennes de la télévision nationale
annoncé le mandat d'arrêt lancé par l'État de Côte d'Ivoire contre l'ex-président de l'Assemblée nationale. La première question que nous vous posons sur ce dossier-là, c'est l'opportunité de l'annonce de ce mandat d'arrêt le jour de sa supposée arrivée à Abidjan. Je vous remercie pour votre question. En réalité, il n'y aurait jamais eu de mandat d'arrêt international si l'intéressé s'était posé à Abidjan. Parce que pour rechercher les citoyens ivoiriens contre qui des faits infractionnels sont reprochés sur le territoire, nous n'avons pas besoin de mandat, surtout lorsque nous savons où les trouver. Mais lorsque le procureur a été informé que l'avion qui devait se poser en Côte d'Ivoire est allé se poser dans un autre pays, il n'avait pour seule possibilité d'avoir la personne à sa disposition que de demander à un juge d'instruction, parce qu'en réalité, ce n'est pas le procureur qui émet le mandat d'arrêt. Pour les faits, comme je l'ai indiqué, graves et complexes, le procureur qui veut retrouver une personne qui est en dehors du territoire de la République, le procureur est obligé d'ouvrir une information judiciaire en saisissant un juge d'instruction. Et c'est donc le juge d'instruction qui a décerné le mandat d'arrêt international. Mais évidemment, pour son exécution, c'est le procureur qui demande aux forces de l'ordre de l'exécuter. Mais vous comprendrez bien que les forces de l'ordre ont une mission limitée au territoire national. L'avion s'était posé au Ghana. Nos forces de l'ordre n'avaient pas vocation à aller au-delà des frontières ivoiriennes. Pour que les forces des autres pays puissent exécuter un mandat, il faut qu'il soit international. Et en mettant donc en œuvre les systèmes d'Interpol et autres, et de coopération pénale internationale. Mais comme je l'ai indiqué, le mandat a été émis parce que la personne qui était censée se poser en Côte d'Ivoire ne se trouvait plus en Côte d'Ivoire, elle se trouvait hors du territoire national. Nous n'avions pas d'autre possibilité. Oui, Félix. On peut reposer la question autrement, monsieur le procureur. Ne parlons plus de mandat d'arrêt international. Toujours est-il qu'il y a un mandat d'arrêt qui a été délivré contre le mis en cause. Et c'était le même jour que ce mandat d'arrêt a été également émis. Pourquoi cette opportunité d'un mandat d'arrêt le jour même où il est en l'air en train de rentrer en Côte d'Ivoire? Oui, comme je vous ai indiqué, c'est lorsque l'avion a été détourné dans un pays limitrophe. Sinon, si l'avion s'était posé ici, nous n'avions même pas besoin de mandat d'arrêt. Dans le cadre de sa mission de poursuite des personnes qui ont commis des infractions à la loi pénale, le procureur de la République n'émet pas toujours des mandats. Il peut juste demander aux officiers de police judiciaire au terme du code de procédure pénale de se saisir de la personne. Là, on n'a pas besoin d'un mandat. Le procureur, s'il estime les faits suffisamment graves et que ça ne veut pas attendre, parce que comme ça a été dit dans le film que nous avons vu tout à l'heure, c'était un processus qui avait commencé par le discrédit et autres, et il s'agissait d'appuyer sur le bouton qui permettait l'insurrection civile ou militaire. La télécommande. Sur la télécommande, ça a été dit. Mais est-ce qu'il fallait attendre que cette télécommande soit actionnée? Est-ce qu'il fallait attendre qu'un chaos surgisse ou qu'il y ait des morts avant de commencer à investiguer et à mettre les personnes hors d'état de poursuivre l'infraction qui avait déjà commencé? Il y avait un choix à faire. Et donc, instruction avait été déjà donnée par le procureur aux enquêteurs de mettre la personne aux arrêts. Mais évidemment, si la personne n'est pas sur le territoire national, nous ne pouvons que recourir à un mandat d'arrêt international. Et c'est ce qui a été délivré par le juge d'instruction. C'est lorsque le procureur s'est rendu compte que l'avion était dans un autre pays, nous n'avions d'autre possibilité, si nous voulons toujours retrouver la personne, que de mettre un mandat d'arrêt. Monsieur le procureur, la question que aussi les gens se posent, c'est de savoir à partir de quand monsieur le procureur a été informé de ces faits? Des faits d'insurrection, de déstabilisation en cours. Oui, mais je l'ai indiqué. C'était le lundi 23. Ah oui. Ah oui. Pendant ce mais temps, avant la DST cela, travaillait. Oui, mais avant cela, la DST qui a saisi le procureur a indiqué en quoi est-ce que
le processus pénal, le processus d'infraction était déjà en cours. Et qu'il s'agissait juste de se rapprocher du pays pour appuyer le bouton de la télécommande. Ça, c'est ce qui a été dit. Donc le procureur n'est pas concerné par l'affaire de sa date de 2016, 2017 ou Non. pas. Justement, la oui, défense oui. estime que la bande sonore que vous avez dévoilée à tout le monde à la faveur de votre conférence de presse que vous avez animée date de 2017. Tout à fait. Dans ce cas de figure, on ne comprendrait pas pourquoi c'est justement au soir de la supposée arrivée de Guillaume Soro à Abidjan que cette bande sonore est diffusée. Je vous remercie pour la question parce qu'il se dit que c'est en 2007. Pour le moment, le procureur, quand il est informé d'une infraction, il ne fait pas la datation. Parce que la datation, effectivement, ça obéit à des principes. Les avocats vont peut-être demander, le juge d'instruction, dans le cadre de sa mission d'investigation, va pouvoir dater. Mais le procureur de la République, qui a connaissance des faits et qui sait que ces faits-là, eu égard à ce qui a été dit, je suis encore heureux que vous ne me parliez plus de la comédie ou d'un montage. Parce que je me souviens qu'au départ, les uns et les autres ont dit « Ah non, non, il y a plusieurs comédiens à Abidjan et qu'on aurait imité une voix. » Mais par la suite, je crois que les personnes concernées même ont confirmé que même la cassette du procureur n'était pas de bonne qualité et que c'était exact. Mais ce n'est pas le rôle du procureur. Le procureur a pour mission d'éviter que l'ordre public ne soit troublé et d'éviter qu'il y ait des morts. Donc, il a cette mission de prévention, d'empêchement de la réalisation complète de l'infraction. Donc, il prend des mesures déjà. Et c'est dans le cadre de la prise de ces mesures que le procureur a demandé de ne pas attendre que la télécommande puisse être actionnée. Si nous avions les moyens d'empêcher que le processus qui avait commencé au dit des personnes qui ont été, dont la voix a été reconnue par ces derniers elles-mêmes, au dit de ces personnes, le processus avait commencé depuis un moment. Il s'agissait juste de passer à l'insurrection civile ou militaire. Nous savons tous mais la défense parle également de tentatives d'espionnage, et c'est à la faveur de cette tentative d'espionnage que la bande a été enregistrée. Que répondez-vous à cela? Écoutez, vous savez, et c'est ce que je voulais vous dire de début de propos, les procès se passent dans les palais de justice. C'est le nouveau code de procédure pénale qui permet au procureur, lorsqu'une action, une infraction intéresse plusieurs personnes, de faire des déclarations préliminaires. Mais les débats, là, c'est devant le juge d'instruction. Dieu merci, la loi pénale permet aux avocats d'intervenir depuis l'enquête préliminaire, devant le juge d'instruction et ensuite devant la juridiction de jugement. Ce qui se dit aujourd'hui, c'est des choses que nous avons lu et écoutées sur les réseaux sociaux. Le procureur, il veut que le jeu se passe à la loyale. C'est pour ça qu'il a ouvert une information judiciaire pour permettre à celui qui estime avoir des éléments pour dire que je ne suis pas coupable, de venir se défendre par lui-même ou par ses avocats. Et c'est à ce jeu qu'on pourra chacun apporter les éléments que nous avons. Mais moi, je ne peux pas faire le travail des avocats à leur place. C'est devant le juge d'instruction parce que ça doit donner lieu à un dossier. Et c'est ce que le juge, les investigations du juge lui permettront de monter un dossier. Lequel dossier va se retrouver devant une juridiction de jugement si toutefois, à l'issue de son enquête, de son information judiciaire, le juge d'instruction estime qu'il y a des charges suffisantes. Parce qu'au niveau du procureur, il y a déjà des soupçons, il y a des indices. Le juge d'instruction, lui, quand il est convaincu, ça devient des charges qui vont être présentées devant une juridiction de jugement. Et c'est des charges qui peuvent être transformées en preuve de culpabilité si le juge de jugement est convaincu. Donc, pour le moment, nous sommes à différents stades du procès. Peut-on savoir si les avocats de la partie adverse vous ont déjà saisi ou sont déjà en action dans le dossier? Oui, beaucoup d'avocats ont déjà déposé les lettres de constitution. Okay. Et nous les attendons devant le juge d'instruction pour qu'ils apportent des éléments. Parce que ce n'est pas le juge d'instruction ne va pas aller chercher ces éléments dans la presse, qu'elle soit numérique, écrite ou autre chose. Non, c'est un dossier qui est monté et qui va être soumis, comme je l'ai bien indiqué, à une juridiction de jugement.
Autre élément qui a cristallisé les attentions, on reviendra à Félix Boni, c'est justement l'arrestation de parlementaires, de députés sans la levée de leur immunité. Que répondez-vous à cela? Je vous remercie pour cette question. Effectivement, j'ai vu que ça entraînait beaucoup de passion. Il faut dire qu'au terme de la Constitution, le député a deux régimes pour ce qui concerne les infractions. L'article 91, qui parle du premier régime, parle de l'irresponsabilité du député. C'est-à-dire qu'aucune poursuite ne peut même pas être commencée contre un député pour les propos qu'il tient à l'Assemblée, pour les votes qu'il émet et autres. Ça, c'est l'irresponsabilité parce qu'on ne peut même pas commencer une poursuite. À côté de cela, il y a l'inviolabilité qui concerne toutes les actions, toutes les infractions que le député peut être amené à commettre en dehors de l'hémicycle. Mais ces infractions-là, pour qu'elles soient poursuivies, il faut que ce soit en flagrant délit. En cas de flagrant délit, on n'a pas besoin de lever une immunité. L'article 92 est clair là-dessus. Et c'était des cas de flagrance. Donc j'ai toujours indiqué aux uns et aux autres qu'il faut toujours se dire qu'il y a deux régimes. L'irresponsabilité, on ne peut pas poursuivre. Et puis l'inviolabilité lorsque ce sont des infractions qui ont été commises en dehors de l'hémicycle et surtout lorsqu'il y a un cas de flagrance. Et dans le cas d'espèce, quels sont les éléments qui ont constitué la flagrance? Oui, la flagrance, en fait, c'est l'infraction qui est en train de se commettre. C'est ça. Mais, Et comme je vous l'ai indiqué, ce n'est même pas moi qui l'ai dit dans la bande. Dieu merci, le procureur a été conforté quand par la suite on a dit que la banque était authentique. Mais c'est un processus qui avait débuté et qui se poursuivait. Le procureur n'allait pas attendre qu'il y ait des morts avant de commencer à poursuivre, avant de commencer à constater l'infraction. Mais il faut le retenir. Le procureur poursuit. Il confie à un juge d'instruction de continuer la poursuite. Tous les actes tendant pour les avocats à mettre hors de cause leur client doivent être présentés au juge d'instruction. C'est celui-là qui est indépendant et qui peut dire « Ah non, 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 vous aviez tort de poursuivre de cette façon. Ce n'est pas un cas de flagrant. » Mais ça, c'est... Monsieur le procureur, est-ce qu'il n'y a pas un dernier régime qui est l'impunité? C'est-à-dire, malgré les cas de flagrant délit, si l'Assemblée nationale se réunit, qu'elle demande au procureur d'arrêter les poursuites, il arrête les poursuites. Oui, mais ça, c'est la loi également. C'est la Constitution qui le dit. Oui. Mais ça, pour le dans moment, le cas d'espèce. on n'est pas dans un cas d'espèce. Oui, malgré la flagrance, malgré toutes vos preuves, si les députés se réunissent, majoritairement, le bureau ou en plénière, qu'ils vous demandent d'arrêter les poursuites, vous êtes tenu de le faire comme vous l'avez déjà fait. Ah, mais oui, on le fera pour ceux qui sont députés. D'accord. Voilà. Pour ceux qui sont députés. Mais pour le reste, on va continuer. Monsieur le procureur, une autre question qui a déchaîné les passions, c'est la question des perquisitions. La semaine dernière, nous recevions sur ce plateau Maître Koulibaly Brahima, secrétaire général du mouvement ivoirien des droits de l'homme, qui estimait que les perquisitions, ou du moins certaines perquisitions, n'avaient pas été faites dans les règles de l'art, parce que selon les arguments juridiques qu'il avançait, une perquisition ne peut se faire en l'absence du mise en cause. Que répondez-vous à cela? Écoutez, je m'inscris en faux. Les perquisitions sont prévues par l'article 67 du Code de procédure pénale. Ce sont des mesures de police qui permettent aux enquêteurs d'aller rechercher les éléments d'une infraction dans un lieu privé, qui soit domicile ou dans le siège d'une personne morale. Les perquisitions se font en présence de la personne mise en cause. C'est le premier cas. Si la personne mise en cause ne veut pas ou ne peut pas, elle peut désigner un mandataire. Dans ce cas, la perquisition se fait devant ce mandataire. Mais si toutefois on n'est pas dans les deux premières hypothèses, l'enquêteur a la possibilité de se faire assister par deux personnes majeures qui ne sont pas des employés de la partie plaignante. C'est tout. C'est tout. Et ces règles ont été observées. Alors, je n'ai pas compris. Effectivement, j'ai eu vent de cela, mais je dis que les règles en matière de perquisition sont des règles élémentaires. On ne peut pas faire de perquisition en l'absence de quelqu'un.
sauf à avoir un représentant de la personne. Si toutefois la personne ne veut pas, ou la personne ne peut pas, l'officier de police judiciaire qui se présente pour une perquisition doit seulement demander à 2 personnes majeures, 2 témoins majeurs, de venir assister. Et à ce que je sache, c'est ce qui a été fait. Mais comme je l'ai indiqué, tous ces actes-là sont faits sous le contrôle du juge d'instruction. Et tous les éléments à faire valoir, je crois que c'est devant le juge d'instruction. Et comme il y a des avocats qui sont constitués, mais évidemment parce qu'il y a toujours un procès verbal de perquisition qui est établi, in situ, qui est signé même par les 2 témoins majeurs. Et tout ça est versé dans le dossier du juge d'instruction. Et les avocats constitués ont la possibilité d'y avoir accès. Monsieur le procureur, nous allons passer à un autre procès qui, lui, également suscite beaucoup de passion. C'est le procès de Charles Blé Goudé, qui a été condamné par contumace à 20 ans de prison et 10 ans de privation de liberté. D'aucuns estiment, le concerné lui-même estime qu'il a été jugé pour cela à la Cour pénale internationale. Il a été acquitté, donc il ne comprendrait pas comment la Côte d'Ivoire reviendrait sur ces faits et le condamnerait par contumace. Effectivement, ces assertions me sont parvenues à l'oreille. Mais déjà, avant que M. Charles Blé Goudé ne soit transféré à La Haye, il était déjà en détention en Côte d'Ivoire pour des procédures qui étaient ouvertes en Côte d'Ivoire. Mais il faut savoir que la CPI, pour poursuivre quelqu'un, utilise des incidents. Ça, on le sait, puisque la CPI a marqué 5 incidents en Côte d'Ivoire. Il y a la marche des femmes d'Abobo, la marche sur la ETI, le bombardement du marché Siakakone et puis un fait d'Abobo et un fait de Yopougon. Mais à l'issue de la crise post-électorale, le gouvernement a mis en place ce qu'on appelle la commission Dialogue, Vérité, Réconciliation, la CDVR, qui a pondu un rapport à l'issue de ces investigations et qui a indexé les jeunes patriotes comme ayant commis des infractions. Si on fait abstraction des 5 infractions, en fait, des 5 incidents retenus par la CPI, pour lesquels nous n'avons pas la possibilité, au nom du statut de Rome, de revenir, puisque l'action de la CPI est subsidiaire à l'action des juridictions ivoiriennes. Donc ce sont les 5 incidents pour lesquels on ne peut pas juger. Mais pour le reste, parce qu'il n'y a pas que 5 incidents qui sont reprochés à M. Charles Blé Goudé. Et j'en veux pour preuve le rapport de la commission. Vous parlez bien du rapport de la commission Dialogue Vérité et non la commission d'enquête. Hein. Non, Dialogue Vérité et Réconciliation, mais il y a également la cellule spéciale d'enquête et d'instruction qui a également ouvert des procédures. Et ça, vous le savez, parce qu'à l'issue de la crise, toutes les personnes victimes d'infractions ont été invitées à venir déposer, soit dans le commissariat, soit la cellule spéciale pour les endroits où il n'y a pas de commissariat. Et ça a donné lieu à l'ouverture de plusieurs procédures. Et comme je l'ai indiqué de début de propos, M. Charles Blé Goudé était déjà poursuivi. Il était en détention du fait de la justice ivoirienne, qui lui reprochait plusieurs faits, effectivement, y compris les 5 incidents. Mais les incidents qui sont jugés à la CPI, nous ne pouvons pas les juger de nouveau. Mais les autres incidents, les victimes étaient là. Et donc, finalement, comme je l'ai dit, le procureur lui poursuit, il va à l'audience pour requérir l'application de la loi, mais celui qui rend la décision, c'est le juge. L'avocat était absent. Oui, mais vous savez bien, effectivement, que les avocats étaient absents. Mais vous le savez également que lorsque la chambre d'instruction a rendu l'arrêt qui saisit le tribunal criminel, l'arrêt de renvoi, les avocats ont fait un pouvoir en cassation. Si par la suite, les avocats, après la décision de la Cour de cassation, ne sont plus revenus, ça, ce n'est pas le rôle du procureur. Comme je vous ai indiqué, le procureur de la République poursuit les personnes contre qui il existe des indices de participation à une infraction. Les avocats, leur rôle, c'est un jeu de rôle. Les avocats sont là pour défendre leurs clients. Mais écoutez, si l'avocat ne vient pas défendre son client, on ne peut pas reprocher ça au procureur de la République, c'est bien possible. Tantôt, ils essaient de voir des recours,
Tantôt, ils disparaissent. Mais écoutez, le procureur ne va pas faire la police derrière les avocats pour dire « Ah non, il faut que vous veniez défendre votre client. » Monsieur le procureur, si j'entends bien ce que vous dites, est-ce que vous nous dites que les chefs d'accusation pour lesquels M. Charles Bleu Goudet a été condamné par contumace n'ont rien à voir avec les chefs d'accusation qui ont été traités à la CPI, c'est cela? Ah oui, je le confirme. Les faits ou les chefs d'accusation? Les faits? Non, pas d'incident, en fait. Oui. Vous savez que le mapping, c'est-à-dire que la constitution des infractions sur l'ensemble du territoire national, après la crise post-électorale, parce que nous avons identifié les incidents, il y en avait plusieurs, ce n'est pas 5. Et lorsque la CPI, après avoir obtenu l'accord des autorités ivoiriennes de transférer M. Charles Bleu Goudet, la CPI, comme je l'ai indiqué, a parlé de 5 incidents. Mais il y avait des centaines d'incidents. Donc ce sont les autres incidents qui n'ont pas été sélectionnés par la CPI, qui ont fait l'objet du jugement. Monsieur le procureur, là aussi, on parle aussi de l'opportunité de ces poursuites actuellement, parce que des gens se disent, quelle est cette coïncidence au moment où ces condamnés pourraient éventuellement obtenir une liberté pour rentrer dans leur pays, une autre poursuite en Côte d'Ivoire. Est-ce que cette opportunité ne prête pas à commentaire? Oui, vous savez, l'opportunité de poursuite appartient au procureur, mais de début d'enquête. Une fois que le procureur a ouvert une enquête, quand les résultats lui parviennent, donc les résultats des travaux effectués par les officiers de police judiciaire, comme je l'ai indiqué, de la police ou de la gendarmerie, quand le procureur les reçoit, même avec tant que les personnes mises en cause, donc qu'on appelle déférées, à ce stade, le procureur dit « Ah oui, j'ai l'opportunité de poursuivre, je peux décider, même si les faits sont avérés, de ne pas poursuivre. » Mais une fois que le procureur a saisi un juge d'instruction, l'affaire, comme je l'ai dit, le procureur est dessaisi. Il ne peut plus revenir pour dire moi, j'ai encore l'opportunité de poursuivre. Non, la loi est claire là-dessus. Là, à partir de ce moment, c'est le juge d'instruction qui devient le maître de l'action. Et si à la fin, le juge d'instruction estime qu'il y a suffisamment de charges et qu'il faille aller à l'audience, le juge d'instruction ordonne le renvoi de la personne à l'audience. Vous voyez que ce n'est plus le procureur. Et là, en l'espèce, quand le juge d'instruction a ordonné le renvoi, les avocats ont fait appel. Donc, une fois que l'appel est relevé d'une ordonnance du juge d'instruction, l'affaire s'en va à la chambre d'instruction, qui est logée à la cour d'appel. La chambre d'instruction, quand elle a estimé, elle également, qu'il y avait lieu à jugement, a renvoyé le dossier devant le tribunal criminel. Les avocats ont estimé qu'il n'y avait pas lieu. Les avocats ont exercé un recours devant la Cour de cassation pour dire qu'il n'y a pas lieu. Mais la Cour de cassation a estimé que non, on pouvait valablement juger cette affaire. Et c'est comme ça que le procès a eu lieu. Monsieur le procureur, vous allez permettre qu'on revienne sur l'affaire Guillaume Soro. Une question qu'on ne vous a pas posée, c'est sur la collaboration avec Interpol. Le mandat d'arrêt a été lancé. C'est quoi la suite? Oui, vous savez bien que ce n'est pas seulement Interpol. C'est vrai qu'on fait un peu cette confusion. Quand un mandat d'arrêt international est émis, c'est vrai, les services d'Interpol peuvent l'exécuter, mais aussi les pays amis avec lesquels la Côte d'Ivoire a des conventions d'entraide et de justice, d'entraide pénale. Donc ces pays-là, le mandat est ventilé vers ces pays-là. Alors si la personne recherchée se trouve dans l'un de ces pays et que le pays estime qu'il y a lieu d'exécuter, mais la personne, le pays, les autorités judiciaires se saisissent de cette personne et maintenant la Côte d'Ivoire fait ce qu'on appelle la demande d'extradition de la personne. Donc ce n'est pas seulement Interpol, mais c'est tous les pays avec lesquels la Côte d'Ivoire a des conventions d'entraide pénale. Nous le faisons ici. Il y a plusieurs ressortissants de pays étrangers qui, lorsque ces ressortissants-là sont poursuivis dans d'autres pays, même dans leur pays, se réfugient en Côte d'Ivoire. Et lorsque nous recevons un mandat d'arrêt international accompagné d'une demande d'entraide et d'extradition, nous nous saisissons de cette personne et c'est la chambre d'instruction qui prononce l'arrêt d'extradition. Monsieur le procureur, relativement à des affaires similaires,
comme concernant d'abord M. Guillaume Soro au Burkina ou le président Compaoré en Côte d'Ivoire, n'avez-vous pas peur que votre action soit victime d'arrangements diplomatiques et politiques? Vous savez, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer demain. Le procureur regarde l'instant. Je ne peux pas avoir la science infuse pour savoir ce qui va se passer demain. Mais pour le moment, ce que la loi pénale et le code de procédure pénale nous permettent de faire lorsqu'une personne contre qui des indices existent n'est pas sur le territoire, c'est d'émettre des mandats. Maintenant, comme je dis, les autorités policières et judiciaires de la Côte d'Ivoire n'ont compétence que sur l'ensemble du territoire national. Au-delà, nous parlons d'entraide pénale. Mais comme je dis, nous avons exécuté beaucoup d'entraide pénale. Il y a des personnes qui étaient poursuivies dans leur pays, qui sont arrivées ici, espérant se cacher. Mais nous avons reçu le mandat d'arrêt international accompagné de la demande d'extradition. Nous les avons appréhendés, nous les avons fait extrader vers leur pays d'origine. Mais pour le reste, vous savez bien que si un pays ne veut pas coopérer, on aura du mal à l'obliger à le faire. Maintenant, les arrangements, évidemment, ça ne peut pas être du côté du procureur, puisque je ne peux pas avoir voix au chapitre. Mais pour l'instant, c'est une procédure pénale qui est ouverte. Des actes ont été posés et nous attendons donc la bonne exécution de nos mandats par les pays frères, les pays amis. Monsieur le procureur de la République, nous sommes pris par le temps. Bientôt le terme de cette émission. Dites-nous, qu'est-ce qui explique que désormais le procureur de la République scrute les réseaux sociaux? Il faut vivre avec son temps. Il faut vivre avec son temps. Et vous savez que, relativement aux réseaux sociaux, plusieurs fois, le procureur est intervenu parce qu'il y avait eu beaucoup de dérives. Et donc, comme c'est encadré par la loi, il y a la loi sur la cybercriminalité, et le procureur de la République qui est au courant de certains faits ou de certaines posts ou de certaines publications qui portent atteinte à l'unité nationale, ces publications peuvent parfois pousser les Ivoiriens les uns contre les autres ou troubler l'ordre public. Donc, il appartient au procureur de regarder par lui-même ou bien par les services de la DITT ou par les services des enquêteurs pour voir si, toutefois, il n'y a pas d'infraction. Parce que le rôle premier des réseaux sociaux, c'est de rapprocher les gens. Ce n'est pas une fois aux infractions à la loi pénale, on est d'accord. Mais si toutefois, certains de nos concitoyens, malgré les tests qui répriment certaines publications qui portent atteinte à l'ordre public ou qui portent atteinte à l'honneur des personnes, mais évidemment, il appartient au procureur de regarder. Et puis s'il y a des poursuites qu'on peut engager, ou bien permettre aux administrateurs de ces sites-là de pouvoir jouer leur rôle pour empêcher que certaines publications qui peuvent porter atteinte à l'ordre public ne soient pas publiées. Nous avons la possibilité de regarder tout ça. Où on en est avec les profanateurs de l'artiste Arafat? Je dirais qu'il y a une seule personne qui a payé pour tout le monde. Non, vous savez, ce dossier, il a été confié à un juge d'instruction. Il y avait une personne qui avait fait un post en disant avoir elle-même participé à la profanation. Être passé par tel chemin, derrière le lycée, rentrer ici. C'était un cas de flagrance. Et cette personne-là a été immédiatement interpellée et elle a subi la sanction pénale qui a été ensuite révisée à la baisse par la cour d'appel. La personne est sortie. Mais pour les autres infracteurs, vous savez que nous avons fait un appel à témoins, nous avons plusieurs éléments que nous recherchons. Ce dossier se trouve chez un juge d'instruction. Et l'avenir nous situera s'il y a procès ou non. Monsieur le procureur, merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, on a passé en revue toute l'actualité judiciaire de l'année 2019, notamment les cas les plus illustres, l'affaire du mandat d'arrêt lancé contre Guillaume Soro, le procès Blé Goudé, et également l'immunité des parlementaires qui aurait été levée, pas dans les conditions selon certains observateurs. Félix Boni, Alafé Wakili, merci infiniment d'avoir également répondu à notre invitation. Monsieur le procureur Ardo Richard, nous espérons vous retrouver sur d'autres plateaux. Merci. Merci beaucoup. Excellente fin de soirée sur NCI, c'est la fin de ce 360. Merci de nous avoir suivis.